L'histoire des Juifs de France, c'est un nouveau générique sur Radio J, visiblement. Alors, il faut expliquer aux auditeurs, on a un nouveau logiciel et c'est assez compliqué de se mettre à jour. Mais tout va bien se passer, les amis. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h et notre rendez-vous histoire est bien là, préparé par Christophe Dard. Nous ouvrons, Christophe, un nouveau chapitre de notre dossier sur la résistance juive et plus précisément sur ces organisations mobilisées pendant toute la Shoah pour sauver les Juifs de la déportation, qu'il s'agisse de les cacher ou de les faire passer en Suisse ou en Espagne pour rejoindre ensuite la Palestine mandataire. Mais malgré ces temps troublés, il est important de rappeler aussi que ces organisations ont toujours fait en sorte de maintenir les traditions juives. Alors Christophe, nous avons parlé de l'OSE, des éclaireurs israélites de France et du mouvement de la jeunesse sioniste, dont vous vouliez justement ajouter un élément pour souligner l'importance de son action sous l'occupation. Ah oui, comme pour tous les autres, on l'appellera le MJS pour simplifier, fondé officiellement donc à Montpellier, en zone libre, en 1942, et qui fédère dans la clandestinité toutes les organisations de jeunesse sionistes dans une structure unique et qui s'occupe donc du sauvetage des Juifs par la fourniture de faux papiers pour leur permettre de quitter la France. Et c'est un certain Otto Giniewski qui en a la charge. Il est né à Vienne en 1920 et la montée du nazisme avait conduit sa famille et lui-même à se réfugier en Belgique. Et après l'invasion du pays en 1940, qui avait précédé de quelques semaines celle de la France, eh bien Otto et son père, arrêtés à Bruxelles comme ressortissants allemands, avaient été transférés en France et internés dans un camp des Pyrénées-Orientales. Il y en avait évidemment beaucoup à l'époque dans cette partie du pays. Et c'est depuis Montpellier, puis de Grenoble, lorsque les Allemands envahissent la zone dite libre en novembre 1942, que celui que l'on va surnommer Toto Giniewski va gérer ce service donc de fourniture de faux papiers. À noter aussi que son frère Paul Giniewski, joue également un rôle important au sein donc du mouvement de jeunesse sioniste. Alors un bilan dressé par le MJS en août 1944 mentionne des papiers fournis à environ 25 000 personnes, 1723 passages en Suisse, 134 passages divers et 1362 jeunes placés. 4000 jeunes ont bénéficié de l'assistance du MJS en argent, en vêtements ou bien encore en nourriture. Et on va parler à présent du comité de la rue Amelot dans le 11e arrondissement de Paris. Oui, créé le 15 juin 1940, donc beaucoup plus tôt que le MJS. C'est d'ailleurs 24 heures seulement après l'entrée des troupes allemandes à Paris par une poignée de représentants de divers courants de la Fédération des sociétés juives de France qui sont alors réunis chez un avocat, Léo Glasner. Eh bien, le comité de la rue Amelot regroupe les juifs immigrés non communistes, dont la colonie scolaire. Et c'est justement donc dans les locaux de la colonie scolaire, au 36 de la rue Amelot, d'où le nom, comité de la rue Amelot, dans un dispensaire qui s'appelle La Mère et l'Enfant, qui vont en fait servir de siège au comité. Le chef s'appelle David Rapoport. C'est l'un des fondateurs de la colonie scolaire. Il est né dans l'actuelle Ukraine en 1883. Il s'est installé en 1906 à Paris et s'est lancé dans les œuvres caritatives pour notamment déjà à l'époque faire partir des Juifs aux États-Unis. Et il a même été le correspondant à Paris d'un grand journal juif de New York, le Jewish Herald, qui d'ailleurs, pour l'anecdote, existe toujours. Alors avec la création du comité, un dispensaire médico-social et 4 cantines sont remis en marche. Le comité organise également des collectes d'argent et reçoit des subsides de l'American Jewish Joint Distribution Committee. Il dispense aussi des secours, des repas, des vêtements et des soins médicaux. Mais quel accent, accent. Oui, yes, right. Un programme éducatif, culturel et sportif laissant une large place au sionisme se met également en place. Et malgré sa santé fragile, c'est pas un homme costaud, notre David Rapoport, eh bien il se démène corps et âme. À partir de mai 1941, il sollicite des dons de la communauté. Bah oui, évidemment, il faut de l'argent pour faire tourner tout cela, ça coûte cher. Il reçoit les persécutés, il les écoute, il les aide, il obtient de la Croix-Rouge, qu'elle transmette des colis confectionnés par le comité. Il dépanne financièrement les familles en détresse, il les prévient pour qu'elles se mettent à l'abri, notamment avant la rafle du Veldiv en juillet 1942, et en lien toujours avec l'OSE, qui est un petit peu l'organisation maîtresse, la clé de voûte de tout ce système. Et bien, il dirige des enfants dans des familles d'accueil non juives. Alors, parallèlement, de manière clandestine, l'organisation délivre de faux papiers d'identité aux juifs et des fausses cartes d'alimentation. Et cette tâche est attribuée à Henri Belavko, un jeune journaliste d'une vingtaine d'années, et né dans l'actuelle Biélorussie en 1918. Effectivement, et peut-être un peu plus connu que les autres, car Jacques Chirac notamment lui avait rendu hommage en 2005. Fils et petit-fils de rabbin, en fait, Henri Belavko est arrivé à Paris à l'âge de 7 ans et à la fin des années 1930. Il s'engage au sein de la branche française de la Shomer Hatzair. C'est le mouvement de jeunesse sioniste, classé à gauche, est né en 1913 en Autriche. Au début de la guerre, Henri Belavko diffuse des tracts. Il
participe aussi à des actes de sabotage et donc, vous l'avez dit, c'est lui qui va organiser le service de faux papiers du comité de la rue Amelot. Le sauvetage d'enfants dont des parents ont été victimes de rafles se met également en place. Et puis, comme il est d'usage aussi dans ces organisations à l'époque, le comité va cacher des juifs à la campagne. À la fin de l'année 1942, les dirigeants du comité Amelot sont arrêtés, dont Henri Bulavko, interpellé par un policier français à Paris, sous prétexte qu'il dissimule son étoile jaune sous sa veste. Certains seront fusillés ou déportés, d'autres, comme Léo Glasner, parviendront à s'enfuir en zone sud. Mais lui, David Rapaport, le patron du comité, continue de mener ses actions. Et lui est arrêté finalement aussi par la Gestapo en juin 1943. Il sera déporté à Auschwitz et il meurt d'épuisement en juillet 1944. Henri Bulavko, de son côté, est interné au camp de Baume-la-Rolande dans le Loiret. Il est ensuite transféré à Drancy, déporté en Pologne et là, il est affecté dans un camp de travaux forcés, camp qui dépend du complexe d'Auschwitz et il fait partie des célébrissimes et sinistres marches de la mort début 1945. Il réussit à s'échapper jusqu'à l'arrivée des soviétiques, donc il y a eu évidemment beaucoup de chance dans ce contexte. Henri Bulavko qui préside après-guerre l'association des anciens déportés juifs de France, internés et familles de disparus. En 1954, il est l'un des fondateurs du cercle Bernard Lazare, du nom de cet intellectuel français de la fin du 19e siècle et Dreyfusard. Et c'est cette même année d'ailleurs que pour la première fois, Bulavko va livrer son témoignage de son vécu dans les camps. Il est à ce moment-là, dans les années 50, pas le premier non plus. Plus tard, il participe au procès de Klaus Barbie en 1987 et longtemps président de la commission de souvenirs du CRIF. Henri Bulavko meurt en 2011. Alors on va parler à présent brièvement du réseau André, dont le chef est Joseph Bass, né en Biélorussie en 1908. Il arrive à Paris à l'âge de 16 ans. Après des études d'ingénieur et de droit, il dirige avant-guerre un bureau de propriété industrielle dans la capitale. Et cet homme est engagé volontaire au début de la guerre, réfugié à Lyon, où il est arrêté, suspecté d'être un agent soviétique très dangereux. Après s'être évadé du camp où il a été interné, il va gagner Marseille et tout en faisant partie du groupe de résistants du Musée de l'Homme, il devient professeur de dessin industriel dans une école juive et c'est là qu'il fait la connaissance du grand rabbin chassidique Schneur Salman Schneerson, arrivé en France au milieu des années 30 à la tête de l'association des Israélites pratiquants. Dès le début de la Seconde Guerre mondiale, il a ouvert plusieurs foyers pour enfants. Arrivé donc à Marseille au début de l'année 41, le Rav Schneerson héberge les enfants abandonnés par leurs parents après leur arrestation dans une vaste demeure appelée la Maison de Baupin. Il accueille également dans son appartement un atelier pour des étrangers. À l'été 1942, Joseph Bass fonde le groupe d'action contre la déportation, plus connu sous le nom de Service André. De faux papiers sont fabriqués, les Juifs sont cachés ou accompagnés jusqu'à la frontière pour celles et ceux qui essayent de rejoindre la Suisse ou l'Espagne. Une aide sociale se met aussi en place et Bass édite des tracts en russe, en allemand, en tartare pour démoraliser l'armée allemande. Joseph Bass peut compter aussi sur deux soutiens principaux dont on reparlera bien sûr dans la suite de notre dossier. Eh bien, merci beaucoup Christophe pour cette histoire des Juifs de France, ce nouvel épisode. En tout cas, pour mener à bien de telles opérations de sauvetage, il faut beaucoup de charisme et savoir s'imposer. On aura l'occasion d'en reparler sur Radio J.